Eh bien, dites-moi, je pense qu'il est temps de refaire un petit point mercato, n'est-ce pas les gars? J'espère vraiment que vous vous portez bien. Excellent été à vous. Si vous pouvez vous reposer, magnifique, prenez soin de vous et les autres. Bon courage. Il y a un tournant qui a été effectué pour beaucoup, beaucoup de clubs de Ligue 1. Évidemment, voilà, on est le 22 juillet, alors je m'exprime. Nous sommes à 10 jours de la fin du mois de juillet. Il y a des mouvements. Il y a des mouvements. On parle notamment ici, le journal Équipe qui l'a évoqué, Merlin, Quentin Merlin et Valentin Rongier, deux Marseillais, mais également deux Nantais, ex-Nantais, qui vont rejoindre Rennes. On va en parler évidemment. J'ai envie de revenir. On m'a posé énormément de questions sur ce jour-là. Salut les gars. Évidemment, les Marseillais qui vont peser en masse. Paixão, OM, est-ce que ça mérite un tel prix ou quoi? On va en parler. En tout cas, Foot Mercato évoque que Feyenoord ne souhaite pas se laisser faire et demande pour l'instant une somme hors d'atteinte à l'OM pour Paixão. Parlons également, voilà, très 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 intéressant. Les Melou, voilà, ça va peut-être également intéresser des Brestois qui vont perdre un joueur qui a été extrêmement important pour eux. Vous avez notamment cette info de Mohamed TER Paris, qui est assez connu hein, dans le milieu du mercato. L'OL aurait transmis deux offres au Stade Brestois pour Pierre Lesmelou. Une première offre à 3 millions d'euros, une seconde à 3,5 millions d'euros. Refus catégorique du club breton qui demande 6 millions. Ok, et j'ai quand même envie de parler parce que j'ai trouvé ce compte-là, Paris FC Info. Salut à toi, si tu passes par là, mon gars, qui a fait un petit peu le 11 du Paris FC la saison prochaine avec des arrivées comme Otavio, comme Benjamin André. On va parler forcément, je pense qu'il y aura une vidéo forcément sur le PFC parce que c'est n'importe quoi ce qui se passe. Ils sont extrêmement actifs, c'est fou. En tout cas, les gars, voilà, je vous souhaite une excellente vidéo. Tranquillement, le petit point mercato. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Je vous invite à vous manifester en commentaire, en like, etc. Merci, merci, merci à vous. Je précise évidemment que je vois vos commentaires. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos-là. J'essaie de satisfaire, j'allais dire tout le monde. Moi, ça me fait kiffer. Déjà, de parler de beaucoup de clubs. Ça, c'est très, très clair. Mais je pourrai jamais satisfaire tout le monde. Vous le savez très bien. Mais je lis vos commentaires, je lis vos soutiens, je lis vos remarques, etc. Je ne peux pas répondre à tout le monde, surtout en été. Mais merci d'être là. Bien, on va quand même commencer. Et on parle de quoi en premier? Les gars, j'ai quand même envie de parler du gros morceau. Quentin Merlin et Valentin Rongier à Rennes, parce que c'est vraiment un truc très, très, très. Je trouve ça assez dingue de dire, il ne faut pas oublier une chose. Rennes, il y a eu 2 saisons pour le Stade Rennais qui factuellement n'étaient pas bonnes. Là, on parle quand même de 2 recrues qui jouent à l'OM. On sait quand même que l'OM aura fait une saison dernière relativement évidemment bonne, hein, fini dauphin de Ligue 1. Voilà, ça a été vraiment vraiment bon. Et surtout que Quentin Merlin et Rongier ont été importants pour ce club-là. Alors à différentes échelles, Rongier il était quand même là depuis quelques temps, hein, il faut le dire à l'OM. Mais voilà, très factuellement, on est sur 2 saisons pour le Stade Rennais qui ne sont pas bonnes, hein. Tu finis sur la saison 23-24 10e. C'est honnêtement la pire sous-performance qu'il y a eu en Ligue 1 pour un club comme de cette nature, avec l'OM qui avait vraiment fini beaucoup trop bas. L'OM a pu corriger le tir, notamment en 24-25, mais Rennes a fini 12e après un début de saison calamiteux, chaotique, mais pourtant Rennes, c'est une puissance. Rennes, c'est une puissance financière, beaucoup, beaucoup, beaucoup de recrues potentielles, voilà, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème là-dessus. Et en fait, vous voyez, ce double transfert, il a une double lecture pour moi à avoir. Juste d'abord, je vais quand même préciser une chose, à l'heure où je m'exprime, seul Valentin Rongier a été officialisé. Quentin Merlin, bon pour l'instant je n'ai pas vu, peut-être qu'il a été officialisé, je n'ai pas du tout vu l'info. Voilà, à l'heure où je m'exprime, on est en début, voilà, on va dire matinée 22 juillet, enfin matinée, non, plutôt après-midi, vous avez compris. Valentin Rongier ici, ok, il est déjà à l'entraînement, etc. Je vais parler un petit peu du côté supporterisme, rivalité, un petit peu juste après. Donc, ouais, quand je vous disais ce transfert-là, ce double transfert, il a plusieurs lectures. Il a la lecture côté marseillais, où tu te dis, bon, montant du double transfert, 20 millions d'euros pour des joueurs de cette qualité, ah, tu te libères le salaire. Je sais pas si côté Marseille, t'es non plus, voilà, ultra waouh. C'est quand même, moi, je trouve, relativement soft. C'est pas très cher pour les deux. Ils auraient vraiment pu vendre ça plus cher. Alors, est-ce que c'est vraiment la réalité? Généralement, les informations du journal L'équipe concernant les transferts du football français sont évidemment très 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 fiables. Je sais pas trop, mais si jamais vous êtes Marseille, vous me faites vos retours vis-à-vis de ça. Je pense quand même qu'il y a la lecture de OK, les 2 parts, ça peut être OK d'un point de Marseille. Je pense pas qu'aujourd'hui, voilà, Merlin et Rongier, est-ce qu'ils avaient un avenir à l'OM? Moi, j'ai toujours trouvé Rongier extrêmement bon, mais vraiment, vraiment, j'insiste sur extrêmement bon et c'est une recrue assez folle pour Rennes parce qu'il est extrêmement complet, il a une data ultra complète, il est expérimenté en Ligue 1, enfin, il a à peu près tout. Merlin, il a un rôle hybride où il peut vraiment jouer dans plusieurs systèmes, il a également beaucoup de potentiel, mais c'est surtout Rongier qui pour moi a vraiment une valeur. Alors évidemment maintenant il a plus 20 ans, voilà ça c'est clair. Mais voilà c'est très clair quand vous voyez la data de Valentin Rongier sur la saison dernière, il va faire 31 ans en décembre, donc dans quelques mois.
la data, elle est quand même révélatrice d'un truc. C'est déjà que niveau cette qualité de passe, il y a un volume de passe global qui est très bon parce qu'il touche beaucoup, beaucoup de ballons, assez à l'aise, même très, très à l'aise dans le jeu court, dans le jeu mi-long, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est surtout sur son volume défensif global où il est excellent. Rongier, c'est un des mecs en Ligue 1 notamment, et même en Europe, hein, qu'on voit ça, c'est les données data comparées dans le top 5 européen dans les rôles de milieu de terrain. Il a quand même une data au niveau de la défense qui est extrêmement importante. C'est un gars qui a un volume défensif global important. Beaucoup, beaucoup de tacles, beaucoup, beaucoup de tacles plus interceptions, etc. Beaucoup de blocages des joueurs adverses. C'est une vérité. Et ça a toujours été en Ligue 1, bah, voilà, notamment depuis qu'il a l'OM. Pas pour rien que l'OM d'ailleurs l'a pris à Nantes, évidemment. Il a été très, très important dans ce registre-là. Balle au pied, il peut être également super intéressant. Donc, je suis un peu en mode, est-ce que il aurait pas valu plus cher? Je sais pas. Merlin est évidemment beaucoup plus jeune, donc forcément la valeur marchande de Merlin est plus importante. Mais voilà, on peut dire Rongier, bon, il va faire 31 ans en fin d'année, bon, ok. Mais 31 ans, c'est pas finito, vous avez compris l'idée quoi. Donc voilà, je pense que la lecture côté OM sur ce double transfert-là, je vais quand même vous montrer voilà, la fenêtre comme ça, c'est OK, tu vas te libérer les salaires et factuellement, je pense qu'ils avaient moins leur place. C'est pas que c'est des mauvais joueurs, au contraire. Franchement, je pense que même Merlin, De Zerbi l'a énormément apprécié, je pense. Mais parfois, tu sais, as une fin de cycle, le club a d'autres projets, d'autres joueurs à signer, etc. Donc, il faut évidemment dégraisser. Donc, côté OM, tu dis 20 millions, c'est quand même un chèque, c'est OK. Peut-être que tu aurais pu valoir plus. 30 millions, ça aurait été idéal. 20, c'est peut-être un petit peu bon, voilà, moindre. Mais voilà, pour moi, si on parle maintenant de la vision côté rennaise, c'est un braquage, hein. Vraiment, c'est extrêmement, extrêmement positif. Je sais qu'il y a comment on va dire, le supporterisme, la rivalité, parce que ce sont des Nantais, hein, des Nantais de formation. Enfin, je crois que les deux sont formés à Nantes. Il faudrait que je vérifie ça rapidement. Ouais, voilà, les gars, j'ai quand même vérifié. Les deux sont effectivement formés à Nantes. D'ailleurs, regardez, un Rongier, il a 6 saisons avec l'OM. Putain, j'aurais cru plutôt 4, mais 6, c'est pas mal. Et Quentin Malin, voilà, il est également formé à Nantes. Ouais, bah écoutez, je peux comprendre. En fait, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est, vous savez, on est dans une ère où aujourd'hui la rivalité, bien sûr que les supporters, ils ont toujours cette rivalité-là, machin, quoi. Mais les acteurs du football, les coachs, surtout les joueurs, ça n'existe plus, j'allais dire, ou en tout cas beaucoup, beaucoup moins qu'à une époque. Aujourd'hui, on peut voir des transferts, bah, on a même vu entre le PSG et l'OM, bon, évidemment pas directement, mais Rabiot, il allait à l'OM, c'était un Parisien, c'est un Titi parisien. Il allait à l'OM, bon, il se sent très bien à l'OM, vous voyez un petit peu l'idée. Euh, Peut-être que Rongier, il va se sentir comme Merlin très, 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 très bien à Rennes. C'est particulier, effectivement, je peux vous comprendre. Maintenant, je pense que c'est aussi, comment vous dire, sais pas forcément, j'allais dire mon avis, mon ressenti. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée de, tu es formé dans un club, bah, tu vas pas dans le rival. Tu es formé à Marseille, tu es formé à Paris, tu es formé à Nantes, tu es formé à Rennes. Bon, tu vas pas forcément chez l'adversaire, mais on n'est pas à la place des professionnels. Il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, évidemment le salaire, la situation, la ville, le contexte du club, voilà, tout ce que tu veux. C'est des professionnels, il y a aussi une carrière à faire. Je peux comprendre, encore une fois, c'est pas voilà, ce que je kiffe le plus de voir bah, quelqu'un aller chez le rival, même chez l'ennemi, hein, évidemment, jargon footballistique. Ce que je peux vous dire, René, c'est que c'est un joueur de fou. Merlin est également un joueur très très important. Et pour Rennes, ça va vraiment être des tauliers. Ça va être des tauliers, j'insiste là-dessus. Et ouais, bah, clairement, tu fais un mercato, rien qu'avec les deux là, qui est très très qualitatif et qui va mettre déjà de l'avance sur beaucoup beaucoup de clubs de Ligue 1 factuellement. Donc voilà les gars, je voulais faire quand même, j'allais dire un petit point, un gros point. Je dois quand même parler d'autres sujets sur cette vidéo. Mais grosso modo, pour Marseille, ouais, le prix c'est peut-être un peu moins, ça va quand même. Pour Rennes, pour moi, c'est deux recrues très très bonnes. J'ai très hâte de voir un petit peu ce que ça va donner le Stade Rennais. Mais là, il y a de la fiabilité, il y a d'expérience notamment. Merlin, c'est beaucoup d'expérience en Ligue 1, très 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 utile. Il rassure ton équipe, voilà, il te sécurise un petit peu. On verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, j'ai parlé également de la rivalité sporterisme. Je peux comprendre que les Rennais, voilà, ben, je crois que j'ai vu un petit peu un groupe ultra Rennais qui n'était pas du tout chaud pour cette arrivée-là. Bah, il faut faire avec. Le joueur en tant que tel sur le terrain, j'ai pas trop de doute qu'il va se donner. Voilà, voilà les gars pour le passage de Rennes qui était assez important. Et si nous parlions un petit peu de l'Olympique Lyonnais et du Stade Brestois, hein, évidemment les clubs amis. Non, en vrai, j'ai souvenir des gars d'un Brest, un Brest, ouais, je vais essayer de le retrouver les gars. Bon, je pense que vous en souvenez de ce match-là les gars, match paranormal, paranormal. Et je vous jure, en Ligue 1, je vous rappelle, j'avais fait la vidéo à l'époque évidemment, comme un fou. C'est un des matchs de Ligue 1 les plus fous que j'ai jamais vu de ma vie. Les gars, il y a quand même Maitland Niles, d'accord, qui a marqué le but de la victoire à la 90e plus 16e minute. À la 106e. Ouais, 106e minute, enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, mais en tout cas, je voulais juste faire ce petit aparté. D'ailleurs, c'est drôle de dire que les Smelou avait pris un bout, c'est vrai, comme Taïla Fico en toute fin de match.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe un petit peu? En fait, Lyon, évidemment, est sur une restructuration et sur aussi recruter intelligent et je vais être très honnête avec vous. Là, je pense que les Brestois seront relativement d'accord avec moi parce qu'ils savent très, très bien quelle est la qualité de l'Esmelou. Je vais être clair. L'Esmelou à Lyon, c'est c'est une recrue de fou. Je pèse mes mots. C'est pas Messi, c'est pas voilà, mais c'est une recrue tellement intelligente pour le bien actuel de Lyon et je vais vous le développer très tranquillement. Juste avant, je tiens à vous montrer notamment ce petit tweet que j'ai vu d'un supporter lyonnais, hein, probablement, quand il parle de cohérence et de mercato. Franchement, moi, je vais vraiment vous partager ça si vous êtes supporter lyonnais. On sait que le club aujourd'hui, ok, il est maintenant en Ligue 1, c'est super bien, il faut assumer un petit peu tout ce qui va arriver. Factuellement, on aura probablement un effectif peut-être un peu réduit, même si là, je trouve que pour l'instant, ça va. Fofana risque évidemment de partir. On verra un petit peu ce qui se passera pour les autres, ok, etc. Mais là, alors, je ne vais pas forcément évoquer Kluivert, mais effectivement, il y a potentiellement également un joueur qui va arriver. Lesmelo, on est là. Prolongation de Mata. Arrivée de Moreira, jeune portugais. On verra un petit peu ce que ça va donner. Portugais, il me semble. Vous me dites si je me trompe. Tagliafico, on verra un petit peu s'il arrive. Donc, globalement, je sens un Lyon actif et cohérent dans ses besoins. Et on va forcément parler maintenant de Lesmelou et pour vous expliquer à quel point c'est un joueur évidemment déjà expérimenté à 100%, mais surtout très très bien pour cette OL-là. Je vais évidemment notamment vous montrer un petit peu de data pour ce genre de vidéo. Je ne peux pas vous montrer d'images, non là, elle dure littéralement 2 heures, notamment de data scout d'un côté et de data foot de l'autre. Il y a vraiment un joueur qui est extrêmement complet et qui va répondre aux besoins de l'OL, notamment, on le sait, sur l'aspect défensif. Là, c'est la comparaison de data scout concernant Veretout, évidemment, qui a été Verretou n'a pas été bon à l'OL, hein, c'est un secret pour personne, ça c'est clair. Et là, de toute façon, le profil data, il est très très clair sur une chose. Verretou, Lesmelou est un joueur de base beaucoup plus complet que ce dernier, que Verretou, et surtout beaucoup plus fiable. Maintenant, je vais calmer les ardeurs, si je puis dire. C'est pas vraiment pour être voilà, en mode froid, mais bien considérer une chose, c'est un joueur qui a 31 ans, Lesmelou. Aujourd'hui, il n'y a pas un cap qui va être franchi. Maintenant, c'est pas parce qu'il va pas avoir un cap qui va être franchi que c'est un joueur qui va être un point mort. Je ne le considère absolument pas. Après, on va parler un petit peu de Benjamin André. Côté Paris FC, le LOSC et tout, Benjamin André, il a 35-36 ans. Ok. Il a 4-5, voire voilà, 4-5 ans de plus environ que Lesmelou. C'est un joueur qui est un taulier en Ligue 1, qui a enchaîné tous les matchs possibles avec le LOSC, qui a été performant en Ligue des Champions, même contre des grosses équipes. Ceci n'est pas un problème. Et en fait, Lesmelou, c'est un joueur tellement complet, tellement bon. Là, c'est notamment la data de DataFoot, justement, quand il a sorti, vous savez, une saison exceptionnelle avec Brest. Il n'a pas réellement de points faibles. C'est ça qui est assez intéressant. Je vous laisse un petit peu regarder. Surtout, il est notamment élite sur son aspect défensif, hein. Intercepter les passes adverses, récupérer les ballons, laisser tomber. Je peux vous montrer un petit peu de data sur Football Ref. Voilà, il y a du vert à peu près partout. Ça qui est intéressant, voilà. Mais c'est surtout évidemment dans son volume défensif où c'est abusé. Vraiment, défensivement parlant, c'est quelqu'un qui sait. Il a cette lecture du jeu-là. Il soulage énormément son équipe. Et autant vous dire, très clairement, quand vous passez notamment d'un Veretout à un Lesmelou, vous avez une grosse sécurité. On a beaucoup vu l'OL sur la saison, notamment qui s'est écoulée, un peu tranché en deux, un petit peu coupé en deux, dans le sens où tu avais l'attaque, tu avais la défense, mais entre deux, bon, ok, Verretou, Tessman, machin, Tolisso, mais Tolisso, c'est un joueur offensif en vérité, vous le savez très bien, c'est ce qu'on peut appeler une seconde lame, les milieux comme ça qui vont monter, qui vont se proposer dans le dernier tiers pour marquer, pour être des cibles. Donc Tolisso n'est pas un joueur axé purement dans la défense. Lesmelou est très complet, taulier, un peu tour de contrôle. Moi, je vous propose toujours de vous poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que le Stade Brestois, les gars, s'il vous plaît, Brest, le meilleur classement qu'ils avaient eu avant l'arrivée de Pierroy et tout, c'était quoi? Je sais même plus. Brest a fait podium de Ligue 1. Alors ok, les concurrents n'ont pas été peut-être au mieux, mais Brest a fait podium de Ligue 1. Brest a été extrêmement compétitif sur l'année de Ligue 1. Il faut se poser les bonnes questions. Et notamment, pourquoi ils ont été si bons? Parce qu'on a très bon collectif, quoi, très bonnes individualités, et notamment les Smelou. Je le disais à l'époque, vous enlevez les joueurs du PSG, probablement que le meilleur joueur de Ligue 1 sur cette saison-là, c'était Pierre Lesmelou. Et je vous rassure, il sort pas du tout d'une saison mauvaise, hein. Au contraire, il a été un peu blessé, ça c'est une vérité, mais il est revenu et il a été très très important pour Brest quand il est revenu, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça c'est notamment la data de la saison qui vient de s'écouler pour Lesmelou, comparé au top 5 européen. Encore une fois,
C'est très, très, très complet avec, encore une fois, cette grosse, grosse qualité défensive. Les possessions gagnées, c'était les récupérations de balles, etc. Les ballons que tu as récupérés. Il est dans l'élite, élite, élite européen, évidemment, le pourcentage de duels gagnés, où il est vraiment parmi les meilleurs. C'est un des milieux, de toute façon, en Ligue 1, tu vas le voir vraiment si tu le regardes jouer. Il a une capacité à contrecarrer les offensives adverses qui est énorme. Défensivement parlant, c'est un mur, c'est vraiment un mur. Et voilà, à l'aise, balle au pied, à l'aise à la passe, à l'aise dans la percussion, à l'aise un petit peu à tout. Donc c'est très très bien. Pour conclure, parce que voilà, je dois aller relativement vite, Lesmelou à Lyon, je vais pas vous parler d'un joueur qui allait l'année prochaine va exploser, devenir je sais pas quoi. Par contre, je vous parle d'un joueur fiable, expérimenté, qui apporte un profil qu'il n'y a pas forcément à Lyon. Joueur tour de contrôle, un petit peu là pour bloquer les offensives adverses, pour reconstruire un petit peu le jeu, pour se proposer également dans le dernier tiers potentiellement. Il a déjà marqué des buts. Voilà, franchement, ce serait une perte problématique pour Brest. Actuellement, je parle un petit peu de Brest. Brest, voilà, va vivre des périodes un peu compliquées parce qu'ils vont perdre beaucoup de joueurs. Ça va être dur. Ça va être dur pour le Stade brestois. Et ouais, Lesmelou, forcément, qui part, ça fait bizarre parce qu'il a été tellement important. D'ailleurs, vous savez que Lesmelou, c'est un joueur, ça peut peut-être être j'allais dire, une indication si jamais vous êtes lyonnais. Il faut savoir une chose, c'est que Lesmelou, c'est quelqu'un, bon voilà, il a 32 ans maintenant. Il est né en 25 mai 93. Les clubs qu'il a fait, notamment en France, il y a Dijon, il y a Nice, il y a Brest. Il faut savoir une chose, c'est que Pierre Lesmelou, c'est quelqu'un qui a toujours laissé un bon souvenir pour ses clubs. Vous demandez aux supporters de ces clubs-là, à chaque fois, ils vous diront ah ouais, Les Melou, quelle belle époque. Et on se souvient du Les Melou à Nice, il était un taulier. À Nice, c'était un taulier. À Brest, c'était un taulier. Moi, je m'attends à voir un Les Melou à Lyon, un taulier. Il va pas rester 5 ans, mais rien que pour aller 2-3 saisons, par exemple, il fera largement l'affaire. Et je trouve ça super intéressant. Donc, c'est très bien. Franchement, ça me plaît beaucoup parce que tu sens quand même il y a beaucoup de réflexion, forcément, autour du mercato lyonnais. Vous savez, quand on a vu l'année dernière, alors voilà, j'en ai parlé sur la chaîne, c'était hypant, mais c'était peut-être un petit peu trop offensif. Euh, Fofana, Lacazette, Mikotadze, Cherki, Orban, je sais même plus Zaha, etc. Les gars, Noama, le nombre de joueurs offensifs, c'est bon, on dose, les gars. Dosons un petit peu, tranquillement. Voilà, il y en avait trop. Et ben là, tu as un joueur qui n'est pas un joueur offensif, qui peut évidemment se proposer, mais qui a un milieu de terrain et qui va soulager ton collectif. Même quand le match brille un petit peu, il est là pour soulager ton collectif. Je m'attends à le voir globalement titulaire tous les matchs. Il reste en santé, il sera pour moi un taulier de cette OL. Je pense qu'on a fait un gros passage sur Pierre Esmelou à Lyon. Vous me dites ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, si le club retourne dans 6 millions, je pense que Lyon essaiera quand même d'y aller. On verra bien, mais je m'attends quand même à ce qu'il rejoigne Lyon. Eh ben les gars, regardez, j'ai tellement parlé sur le sujet de Rennes et de Lyon que j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais quand même essayer de développer un petit peu pour le sujet de l'OM et pas Ciao. Bon, les gars, je parle notamment marseillais, vous êtes très 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 actifs voilà, en commentaire, beaucoup beaucoup d'engouement autour de ce mercato-là, je vous comprends, il n'y a pas de problème là-dessus. Et j'ai reçu trop de questions, même quand j'étais en live il y a un mois, on m'en posait déjà ces questions-là. Pas ciao, voilà, on m'a même envoyé un message un peu bizarre, voilà, je vais pas non plus le développer, mais en gros, en substance, ce qu'on me demandait le plus, c'est est-ce que l'OM doit aller sur Paixão par rapport au prix? Parce qu'en fait, c'est la problématique. Je l'ai déjà un petit peu évoqué sur la chaîne, quand on parlait un petit peu de Mercato Marseille, on a parlé notamment d'Angel Gomez, je vous invite à aller la voir. On a parlé très récemment de d'Aubameyang et du globalement le Mercato Marseille. J'ai fait une vidéo bah, voilà, qui a été très très appréciée. Je vous en remercie les gars, vraiment du fond du cœur, merci à vous. Euh, Paixão, il n'y a pas de débat quant au joueur. Il n'y a pas de débat. On parle d'un joueur quand même qui a une data, si je vous la montre, qui est très très complète, évidemment qui joue aux Pays-Bas. Et en fait, c'est ça qui va être problématique pour les supporters marseillais. Est-ce qu'un joueur comme ça, qui reste jeune, 24 ans c'est jeune, mais qui a joué qu'aux Pays-Bas, mérite un prix quand même qui est énorme pour l'OM, on le sait bien, c'est pas un club qui peut dépenser limité. Moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, le secteur offensif de Marseille, c'est quoi? Je l'évoquais dans ma dernière vidéo. Vous avez, évidemment, Greenwood, vous avez Guiri, et vous avez bah, Angel Gomez potentiellement, évidemment, qui est dans ce rôle-là de créateur, de joueur milieu offensif pour apporter beaucoup de danger, il n'y a pas de problème là-dessus. Et en fait, si tu regardes bien le reste, grosso modo, il y a évidemment des joueurs qui sont partis, je pense à Luis Enrique, qui a été vendu, mais certains ont été évidemment pris, comme Jonathan Rowe, il n'y a pas de problème là-dessus. Aujourd'hui, tu peux faire dans ton secteur offensif Gomez, Greenwood, Guiri et Rowe, ok? J'évoquais ça dans ma dernière vidéo quand je parlais de l'OM. Il faut que l'OM prenne Paixão parce qu'avec, ils ont
un 11 de très grosse qualité, et en plus un banc qui va être vraiment bien garni parce que tu as potentiellement un mec comme Rowe qui peut sortir de banc et qui peut faire vraiment beaucoup de dégâts, sachant qu'il y a des joueurs comme Mopé, je m'attends à les voir partir. Donc il faut des recrues offensifs encore, il faut Pacho. L'OM a qui comme buteur? C'est qui marque des buts dans ce club-là? Je vais essayer de vous trouver un petit peu le classement des buteurs de Marseille la saison dernière. Ok les gars, bah, je vous ai trouvé ça directement sur Wikipédia, regardez un petit peu. Le classement des buteurs, il est très clair. Bon, évidemment, il y a largement Greenwood qui est premier. Avec 21 buts notamment en Ligue 1, bah, je crois qu'il est co-meilleur buteur de Ligue 1 avec notamment Ousmane Dembélé au PSG. 21 buts, alors ok, il y a beaucoup de pénaltys, mais il marque des buts. Et en fait, vous l'avez remarqué, Greenwood, c'est un joueur qui est très décisif. Il fait partie de ces ailiers qu'on nomme ailier de finition. Des ailiers qui évidemment peuvent apporter par la passe, par la percussion, où il a des qualités évidemment importantes, mais qui est également là pour marquer, et il a vraiment beaucoup marqué. Ensuite, il y a Gouiri, il y a Rabiot, qui ont 10 buts, voilà, toutes compétitions confondues, il y a Luis Enrique, évidemment, qui est parti. En fait, Paixão, il va apporter ça. Paixão, c'est un gars qui, comme on l'a compris d'un point de vue data, il est chaud, il sait passer, il sait percuter, il sait être explosif, il n'y a pas de problème. Mais en plus de ça, il sait marquer. Il sait marquer et ça, c'est totalement indéniable. Et il faut le dire, Pai Chao, il sort d'une saison, d'un point de vue stat, qui est choquante, qui est vraiment massive. Quand tu as un joueur qui fait 16 buts, 14 passes D, personnellement, je n'aime pas la statistique des passes décisives. Parce que les passes décisives, ça comporte évidemment la qualité de finition de ton coéquipier. Tu peux faire des passes D, ben, au milieu de terrain. Si ton coéquipier, il dribble tout le monde et il balance un ballon en pleine lucarne, il marque, bah, on appelle ça une passe D. C'est déjà arrivé. Par contre, tu peux faire des passes lumineuses, magnifiques, qui a 3 lignes, mais que ton coéquipier dans les cages vides, il rate, c'est pas une passe D. Donc, ce qui est important de regarder, c'est notamment la capacité de danger à propos de la passe du joueur, évidemment. Et ça tombe bien, parce que d'un point de vue data, on peut étudier ça. On appelle ça en fait le XA ou le XAG, c'est-à-dire la passe avant la passe décisive, donc l'avant-dernière passe, tout simplement. Et en fait, Paixão est très bon là-dessus. C'est-à-dire que globalement, vous voyez, ça, c'est les stats de passe. Bon, c'est pas quelqu'un qui a un volume de passe méga important, mais c'est également parce qu'il joue dans une équipe qui touche moins le ballon. À Marseille, il touchera beaucoup plus de ballons. Par contre, regardez, ce qui est important, c'est ça. C'est notamment son XA, son XAG, les dernières passes et les avant-dernières passes. À quel point tes passes peuvent amener un but où il est, bah, évidemment, plutôt bon. Donc, c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ce que je retiens. Paixão, c'est quelqu'un qui est dangereux à la passe, malgré un volume de ballon globalement réduit, et qui en plus de ça marque beaucoup. Il marque beaucoup, il a beaucoup d'XG, il marque beaucoup, il tire énormément, beaucoup de tirs cadrés. Alors, il surperforme aussi, il a une finition qui est augmentée actuellement, mais c'est à noter. C'est à noter, et tu le vois, c'est un gars qui est feu follet, mais qui peut être létal, et c'est extrêmement important d'avoir ça dans le football moderne factuellement. Je vais vous faire une comparaison, pas des deux profils, hein, évidemment, je vous parle juste de joueurs et de compréhension de data. Je vais vous prendre Bradley Barcola, que vous connaissez évidemment, qui actuellement joue au PSG. Barcola, c'est un gars qui passe au PSG, mais qui n'a pas un volume de passe méga important, parce qu'il touche pas vraiment le plus de ballons parmi les offensives du PSG, mais regardez un petit peu ici, son XA, son XAG, ses avant-dernières passes notamment, elles sont extrêmement dangereuses. C'est à noter. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, Paixão, il faut vraiment bien comprendre. C'est un ailier qui est décisif. Décisif. Moi, vous me posez la question, est-ce que je préfère un ailier purement explosif, de dribble, de percussion, mais il n'est pas décisif du tout? C'est-à-dire, allez, il met 2 buts dans l'année, 3 passes D. Tu vois ce que je veux te dire? Il crée des différences, ok, mais il n'est pas décisif. Et le football, parfois, c'est ça. Paixão, il peut venir à l'OM et tu as le match bloqué, et ben tu as une munition, il va la balancer, il va marquer. À l'OM, il y a un peu Greenwood qui fait ça. Mais là, tu peux avoir une autre menace. Donc forcément, tu as instantanément beaucoup plus de danger dans ton équipe. Ton 11 titulaire, il fait déjà beaucoup plus peur pour la majorité des équipes de Ligue 1. Je ne vais pas parler forcément de jouer le titre, etc. Parce qu'on sait que Paris, c'est très spécial. Mais on évoquera ça en temps et en heure. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pardon. Mais évidemment, il a à faire. Paixão est à faire pour Marseille. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Surtout que voilà, je ne vais pas vous évoquer tout le reste de son profil, qui sait percuter, il sait prendre le ballon, il sait gratter beaucoup de mètres. Mine de rien, il est plutôt intense, il sait faire des retours défensifs et tout. Donc, joueur très complet. Et d'ailleurs, voilà, sa data ici sur DataMB le représente très bien, très complet. Voilà, globalement, il n'a pas des gros points faibles. Et à Marseille, il ne demande, ben, j'allais dire qu'à exploser, il demande qu'à progresser. Sous deux derby, j'ai pas trop de doute là-dessus. Et franchement, ça m'étonne pas du tout que l'OM soit sur lui. On sait qu'on avait parlé de Noah Long à un moment. Noah Long, ça aurait été un peu fou. Je pense que le joueur était un peu trop imprenable. Mais Paixão, limite, il peut être encore plus dans le potentiel important que Lang. On en reparlera. En tout cas, voilà, aujourd'hui, le joueur, bon, il y a un petit peu l'idée, hein, il a connu une saison évidemment énorme. Il a vu sa valeur marchande totalement exploser. Il est coté à 35 millions. Aujourd'hui, il est coté à 35 millions.
quelle est la conclusion? Quelle est la conclusion que je vais apporter maintenant vis-à-vis de Paixão? Je vais quand même rappeler une chose, c'est qu'on a eu cette information de Santi que vous connaissez, si vous suivez vraiment le mercato à fond, qui est globalement fiable. Il est fiable, il n'y a pas de problème là-dessus. Apparemment, d'après lui, l'accord est quasiment trouvé entre l'OM et Feyenoord pour évidemment Paixão, 35 millions bonus compris. Alors, vous me dites si je me trompe, mais je crois que 35 millions bonus compris, ce serait le transfert record de l'OM parce que Vitinha a peut-être été recruté vers 32 millions ou 30, mais 35, je crois que c'est le record. On a un peu cette info qui vient contredire également de Foot Mercato, qui parle justement d'une somme hors d'atteinte pour l'OM. Donc c'est assez particulier. Moi, je considère aujourd'hui que l'OM aimerait prendre Paixão pour 30. C'est le feeling que j'ai. 30, pas plus. Mais évidemment, après la saison qu'il a faite, bah, Paixão, voilà, il demande évidemment beaucoup les Feyenoord. Bon. Pour moi, l'OM doit quand même mettre le prix. Parce que je sais que certains me diront, et je peux vous rejoindre franchement sur ce registre-là, de dire en fait, Paixão, c'est un gars qui a connu les Pays-Bas, qui a un championnat factuellement, ben voilà, qui laisse aussi des espaces aux joueurs offensifs, où tu peux vraiment t'exprimer, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et que ça peut être un peu trop cher, surtout pour l'OM, bah, qui factuellement ne peut pas dépenser de manière illimitée. Maintenant, j'aimerais nuancer ça par plusieurs propos. Propos numéro un, Luis Enrique a été vendu de bonne manière. Luis Enrique, c'était un salaire qui était quand même important. C'était quelqu'un qui a été vendu vers les 25 millions d'euros, c'est bien. Paixão, c'est quelqu'un qui va arriver pour apporter cette garantie, notamment d'un point de vue décisif. Il faut des gars qui marquent. Il faut des gars qui marquent. Je ne peux pas vous dire plus clair, mais si vous avez plusieurs buteurs, plusieurs dangers dans une équipe, c'est important. Paixão, Greenwood, Guiri, Rabiot, même Gomez potentiellement, même s'il marque beaucoup moins, mais il fait beaucoup, beaucoup de passes, ces joueurs-là, globalement, vont être décisifs. Vous enlevez ce joueur-là, de toute façon, je vous laisse imaginer, les gars. Imaginez que vous êtes Marseille. Imaginez Paixão, regardez votre effectif offensivement parlant. Paixão ne vient pas à l'OM. Il ne vient pas. Est-ce que vous trouvez que l'OM est dangereux offensivement? Oui, bien meilleur que la plupart des équipes de Ligue 1. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec Paixão, vraiment tu montes encore un cran? Évidemment que oui. Et parfois tu n'as pas le choix. Parfois tu n'as pas le choix de mettre aussi le prix. Et je pense qu'il va vraiment, vraiment être. Bah, en fait, il va permettre à l'OM d'avoir du danger partout. Et ne pas que dépendre potentiellement d'un côté. Vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire vis-à-vis de tout ça. Donc les gars, on parle beaucoup, regardez, j'ai même pas vu, la vidéo elle a vraiment tiré super longtemps. On va arrêter là, globalement. Paixão à l'OM, il faut le faire, il faut le faire. Le prix de 35 millions, il est conséquent, il est conséquent. C'est aussi la réalité du marché. Je pars du principe que c'est un jeune joueur, je pars du principe que c'est un joueur ultra complet. Encore, vous voyez, c'était juste un joueur qui avait deux qualités. Le dribble et la percussion. Bah, je t'aurais dit 35 millions pour un joueur un peu faux-follet, c'est un peu compliqué, mais un joueur aussi complet, intense, qui sait faire des efforts, qui est décisif. En vrai, voilà, je pense que ça peut valoir. Ça peut valoir. En tout cas, on verra bien. Je m'attends quand même à le voir signer à l'OM. Je peux pas vous dire qu'il va signer, mais je pense qu'on est sur une probabilité plutôt bonne. On n'est pas à 95%, clairement pas, mais je te dirais qu'actuellement, on est allé autour de 65-70% de chances qu'il rejoigne le même, pour moi, dans ma tête. On verra bien, les gars. Si jamais il signe et que c'est le transfert encore, je pense qu'on en fera une vidéo un peu plus détaillée avec des images et tout, où on en parlera mieux. Voilà, les gars, pour Paixão, potentiellement à l'OM. Bon, et enfin, pour le dernier segment de cette vidéo, regardez, les gars, en vrai, j'ai tellement parlé que je vais faire ça super vite. Je voulais pas que la vidéo, elle dure autant. Bon, c'est pas grave. En vrai, on fera. Je pense, les gars, on me l'a demandé. J'ai vu également vos commentaires. Koro fait une vidéo sur le Paris FC. Vous savez bien que je peux pas parler de tout le monde. D'où le fait que je vous ai dit qu'on fera un moment des live mercato pour parler globalement. Vous me poserez vos questions en live. Mais le Paris FC, je suis d'accord, c'est très très intéressant ce qu'ils font. On a vu cette news il y a 2 semaines environ. Benjamin André s'est mis d'accord avec le Paris FC pour un contrat de 3 ans. Mais ouais, le LOSC veut peut-être pas forcément méga le vendre. Il y a beaucoup de clubs qui le suivent. En vrai, André, purée, mais voilà, j'ai vu ce tweet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de Paris FC Info. Purée, mais regardez l'11. Mais regardez l'11, s'il vous plaît. En vrai, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. J'insiste là-dessus. Vous vous rendez compte? On parle d'un promu. On parle d'un promu. Alors, ok, oui, il y a un propriétaire légèrement riche qui les a rachetés, évidemment. Mais c'est fou de dire. En plus, pour moi, c'est que des profils cohérents. Otavio, j'ai un peu étudié le profil. Ça me paraît très très bon. André, je le connais plutôt très bien. Pas besoin de développer à quel point défensivement, c'est super bien, surtout quand vous connaissez Lopez, ancien évidemment de Ligue 1 de l'OM, qui a été très 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 important pour la saison du Paris FC, ultra complet, qui peut également apporter offensivement. Il y a une doublette, un double pivot pour moi tellement complémentaire, Moses Simon, le danger. Puis un Moses Simon qui va toucher un peu plus de ballons également, tellement hâte de voir ce que ça va donner. Crasso évidemment qui est là. Ouais, Kebal, Cafaro, pour moi, il y a une très bonne attaque. Il y a un double pivot de top, 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 top Ligue 1. En vrai, on verra. C'est pas fini pour le Paris FC. Je voulais quand même l'évoquer rapidement, les gars. Attention,
Attention, on fera évidemment la vidéo traditionnelle. On a l'habitude, le classement, mon classement de Ligue 1 avant la première journée. Vous mettez où le Paris FC? En vrai, voilà, si vous êtes là à cet instant de la vidéo, on est à la demi-heure. N'hésitez pas à me répondre. Vous mettez où le Paris FC dans bah, la fin de la Ligue 1? Vous les mettez top 10, top 5, chez le mec qui est à Bistro. Après, pourquoi pas, hein, on sait jamais le football. Je trouve ça tellement cohérent. Je trouve ça tellement cohérent. En fait, André, pour moi, t'apportes tellement d'expérience d'un point de vue âge, d'un point de vue Ligue 1. Il a connu la Ligue 1, en veux-tu en voilà. Il sort d'une saison, encore une fois, de très haut niveau, même en Ligue des Champions, contre des équipes contre le Real Madrid, tout ce que tu veux, l'Atletico et tout. Contre Dortmund, ça a été un des rares très très bons contre Dortmund, j'ai trouvé également. Ah, c'est chaud. Attention, Paris FC, les gars. Attention, attention, eux, ils sont pas venus faire de la figuration en Ligue 1, ça c'est très très clair. Eh bien écoutez les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment d'avoir suivi. Je vous invite à laisser voilà, des commentaires pour me soutenir, pour me faire part un petit peu des impressions concernant tout ce mercato. Un like évidemment, meilleur moyen de m'aider. Et n'hésitez pas à rejoindre la chaîne évidemment. On est très très bien ici. La Ligue 1 va reprendre bah, dans 3 semaines, hein, quasiment. Ça va être très très intense. Le premier match, c'est quoi déjà? Je pense que c'est peut-être tout premier match. Ah ouais, direct, hein. OM Rennes, Rennes OM. Pour le tout premier match de Ligue 1, bah, c'est assez fou parce que les deux clubs sont actifs d'un point de vue mercato. On pourrait potentiellement avoir Merlin et Rongier face à l'OM. Assez drôle, on verra bien. C'est un gros match hein, pour commencer. Très très hâte de voir tout ça. Voilà les gars, la vidéo elle est assez longue. Je vous remercie pour votre soutien incroyable. J'ai rien d'autre à dire sur ça. Merci infiniment. Prenez soin de vous, c'était Koro et la paix sur vous.